Marque d'esclaves, de criminels, preuve d'amour et outil de corruption. Le tatouage regorge de signification au Japon. Pour travailler, il est obligatoire dans 99% des entreprises japonaises de les dissimuler, quitte même à mentir sur leur existence. 1300 €, c'est le montant de l'amende qu'un tatoueur peut écoper s'il tatoue sans certificat médical au Japon. Heureusement, depuis septembre 2020, la justice japonaise a tranché en la faveur des tatoueurs. Mais les tatouages, eux, n'ont toujours pas les faveurs des Japonais. Le tatouage au Japon a de nombreuses appellations. Tatsu pour reprendre le mot anglais, ilezumi qui signifie insérer de l'encre, ou encore horimono qui veut dire chose que l'on creuse. C'est avec cette dernière appellation que les tatoueurs japonais font référence à cette pratique tout en témoignant un grand respect pour cet art. Pourtant, chez les Japonais, la pratique, elle est loin d'être respectée. Avant que la justice ne tranche en septembre 2020, il était nécessaire pour un tatoueur au Japon de posséder une licence médicale pour pouvoir pratiquer son métier. Et si les tatoueurs aujourd'hui peuvent exercer librement leur métier, le mot libre n'est pas le meilleur mot à choisir lorsqu'il faut décrire les personnes qui sont tatouées au Japon. Pas de onsen, pas de piscine, pas de plage, pas de centre aquatique, pas de ryokan, pas de sanctuaire, pas de temple, pas de salle de sport et même pas de prêt à la banque. Alors si bien sûr dans certains de ces endroits il suffit simplement de camoufler son tatouage pour pouvoir rentrer, s'il devient trop visible, on pourra vous demander de quitter le lieu. C'est cohérent avec une étude de 2015 effectuée sur 3768 ryokan et onsen. 56% refusent l'entrée aux personnes tatouées et 13% l'autoriseraient si les visiteurs dissimulent leur tatouage. Mais cette discrimination, elle vient d'où? Ça viendrait de la crainte des Japonais pour des hommes ou des femmes qui sont tatoués. Je parle bien entendu des Yakuza. La menace de la mafia, le stress de se retrouver côte à côte avec ce genre d'individus, ça ruine l'objectif de tranquillité des ryokan, des onsen ou encore des banques. Mais ces établissements étant dans l'incapacité de bannir explicitement les Yakuza, ils ont pris le choix difficile de bannir toutes les personnes tatouées. Et ça au détriment de nombreux touristes qui souffrent aujourd'hui de cette discrimination. Car c'est logique, on ne va pas faire de discrimination entre les personnes tatouées, on va discriminer tout simplement toutes les personnes tatouées. Telle est la logique japonaise. Mais pour être honnête, pendant longtemps cette explication m'a semblé bien légère. Banni, mal vu, jugé, débattu, le tatouage au Japon obtient une des pires stigmatisations. On parle parfois d'utilisation chez les prisonniers ou encore chez les pompiers, mais la méfiance, elle serait apparue tout simplement au siècle dernier? Non. Clairement pas. Le mal est ancré dans la peau du Japon bien plus profondément qu'il n'y paraît. Et pour le comprendre, il va falloir creuser davantage. Car après tout, pour haïr autant, ça commence souvent par une histoire d'amour. Bienvenue dans l'histoire des tatouages au Japon. Heureusement, aujourd'hui au Japon, vous pouvez avoir des tatouages sans être mal vu. Et vous pouvez aussi faire certains onsen catégorisés comme Tattoo Friendly Onsen. Ça se passe juste sur ce site et vous avez pris une pocket Wi-Fi ou une carte SIM prépayée pour le Japon et vous ne pouvez pas accéder à la page. Mais quelle erreur! Avec la pocket Wi-Fi, la connexion, elle est fatiguée et en plus, la batterie du boîtier, eh bien, elles font comme neige au soleil. Et pour les cartes SIM prépayées, ça marche, hein, si tu acceptes de payer 10 fois le prix de ton forfait. C'est pour ça, quand vous venez au Japon, franchement, pensez Ubigi. Ubigi, c'est ce que j'utilise à chaque fois que je fais venir des guests en vidéo au Japon. Les boulangers, l'huissier affineur, les bouchers, les poissonniers et les chefs, ils ont tous eu le droit à l'abonnement Ubigi. Même moi, à chaque fois que je vais à l'étranger, que ça soit la Suisse, le Québec, la Chine, Taïwan ou encore la Corée, je prends Ubigi à chaque fois. Même les Japonais qui viennent en France, je leur donne un abonnement Ubigi. Et si vous n'avez pas compris, Ubigi, c'est un opérateur de eSIM qui te permet d'avoir internet partout dans le monde. Et pourquoi je suis autant obsédé par eux, c'est parce que c'est trop facile à installer. T'as besoin d'une connexion, genre la Wi-Fi, et c'est tout. C'est fini. T'installes ta eSIM, tu choisis ton forfait, tu payes et t'as de la connexion instantanément. Pas de code d'activation qui met 8 heures à se déclencher, c'est fini. Et ça, je l'ai vécu, je peux vous dire, quand j'étais au Japon avant. Et justement, si vous venez au Japon, je vous conseille le forfait 30 jours, 10 Go pour 17 €. Juste comme ça coûte en moyenne 6 fois moins cher qu'une pocket Wi-Fi. Si jamais vous êtes un gros consommateur, il y a même des abonnements avec data illimitée, et vraiment illimitée. Ça se connecte toujours sur le meilleur réseau opérateur disponible, donc ironiquement, vous allez avoir une meilleure connexion que les Japonais eux-mêmes. Ils sont tellement bons que je n'ai même pas de brief pour vous en parler là. Là, c'est vraiment juste moi, Louis, qui vous en parle. Donc si vous venez au Japon, vraiment pensez à Ubigi, vous avez avec le code Louis 10% de réduction, le lien est dans la description. La plus ancienne preuve concrète de l'existence du tatouage que nous ayons en notre possession est l'homme gelé Otzi. Il a été retrouvé entre la frontière italienne et autrichienne actuelle et on estime qu'il a vécu il y a 5300 ans. Dans des conditions climatiques miraculeuses, son corps a été conservé dans un état presque parfait, avant d'être trouvé par 2 randonneurs accidentellement en 1991. Et ce Otzi, vous l'aurez deviné, il possède sur lui des marques de tatouage. Preuve que cet art s'est manifesté très tôt durant l'histoire. Mais ces preuves concrètes comme Otzi, eh bien en vérité, elles se font très rares. Alors pour interpréter si une civilisation utilisait effectivement le tatouage, les archéologues et les historiens préfèrent s'intéresser à l'art.
Ces statuettes, vous les avez sûrement déjà vues, même sans le savoir, car c'est de là dont s'inspirent principalement les designs Sheikah des récents jeux Zelda. Mais ce dont vous vous doutez peut-être moins, c'est que cet art, il s'agit d'un art japonais, l'art Jōmon. En effet, le Japon peut se vanter d'avoir un des arts recensés les plus vieux du monde. Nous sommes en l'an 13 000 avant Jésus-Christ, et pour vous donner une idée, le Japon à cette époque vient tout juste de devenir un archipel. Quelques dizaines d'années auparavant, avant la fonte des glaciers, le Japon était encore relié au reste du continent asiatique. C'est vous dire un peu à quel point c'est vieux. Cette période de l'histoire au Japon, c'est ce qu'on appelle la période Jōmon. Elle se situe entre 13 000 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ. Et ces statuettes datent de 5 000 ans ou 4 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait quand même 2000 ans avant l'homme gelé Otzi. Et je vous le rappelle, c'est bien avant les pyramides d'Égypte. Cette poterie Jōmon, constituée d'argile, est modelée en utilisant la technique de marquage par cordon. On enroule des cordes autour de la structure pour lui donner la forme désirée. En japonais, ça peut se dire nawa o tsukatte moji o tsukuru, qu'on peut raccourcir par nawa-moji, qui se lit motif de corde, et qui se lit en lecture sino-japonaise Jōmon. Et oui, vous l'aurez compris, c'est de là d'où vient le nom de la période Jōmon et de ses habitants. Ces sculptures qui représentent vaguement un corps humain, c'est ce qu'on appelle en japonais des dogu. Mais alors en quoi ces dogu prouvent une quelconque utilisation du tatouage par la civilisation Jōmon? Après tout, des marques sur un corps humain, ça pourrait très bien être de la peinture. Eh bien, la logique veut que si les Jōmon se peignaient le corps, alors ils auraient peint leurs statuettes. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Donc s'ils ont pris la décision de les graver, c'est que les Jōmon eux-mêmes avaient la peau gravée. Et lorsqu'on sait qu'une des plus anciennes techniques de tatouage consiste à se couper la peau avant d'y injecter de l'encre, alors on peut largement en conclure que les premiers tatouages sur le territoire nippon datent effectivement de l'ère Jōmon. Oui, mesdames et messieurs, les Japonais, il y a 7000 ans, étaient pour la plupart tous tatoués. Mais en vérité, j'ai menti, ou plutôt, j'ai pas été totalement honnête. Lorsque l'on parle de l'art Jōmon et de cette première civilisation, eh bien en vérité, ce ne sont pas réellement des Japonais. Ils ont certes vécu sur le territoire nippon actuel, mais voici à quoi ils ressemblaient. Vous êtes d'accord pour dire que c'est pas vraiment ce à quoi les Japonais ressemblent de nos jours. Effectivement, en moyenne aujourd'hui, un Japonais possède 15% d'ADN Jōmon. Pas plus. Les vrais ancêtres des Japonais, ce n'est pas le peuple Jōmon, c'est le peuple qu'on appelle les Yayoi. Tout droit venu de Corée, le peuple Yayoi occupe au départ principalement le sud du Japon actuel. Mais progressivement, les Jōmon se retrouvent à migrer vers le nord ou encore plus au sud. L'histoire ne parle pas de guerre ou de bataille, mais plus d'assimilation, d'où cette présence encore aujourd'hui dans l'ADN des Japonais. Nous sommes dans ce qu'on appelle la période Yayoi, c'est-à-dire entre -300 et 300 après Jésus-Christ. Et ce qui est incroyable, c'est que si nous n'avons pas de documents précis pour décrire le mode de vie du peuple Yayoi, eh bien il y a un autre peuple plus civilisé qui s'y est intéressé. Il s'agit des Chinois. En effet, ils ont écrit le Gishi Wajiden vers la fin du IIIe siècle. C'est un recueil biographique où on y décrit à l'intérieur les coutumes et la géographie du peuple de l'Est, les habitants de Wa, les Wajing. Ces Wajing, vous l'aurez compris, ce sont les Japonais. Chez les hommes, grands ou petits, tous tatouent leur visage. Les habitants de Wa, qui sont habitués à nager et à plonger pour pêcher, tatouent leur corps pour éloigner les grands poissons et les oiseaux. Gemme fait référence au tatouage sur le visage et Bunshin fait référence au tatouage sur le corps. Mais au bout d'un moment, le tatouage cesse d'avoir une fonction purement pratique. Il devient un attribut d'une appartenance à une classe sociale. En effet, en fonction de la taille, de la forme et même de l'emplacement sur le corps du tatouage, ce dernier symbolise la fortune, le pouvoir et même la noblesse. Toute l'archipel nippon au 5e siècle pratique le tatouage, mais ça va changer. Aujourd'hui, avec le prince impérial Nakatsu, vous avez comploté pour vous rebeller et renverser l'État. Ce crime est passible de la peine de mort. Je vous accorde cependant une grande miséricorde en abrogeant cette peine de mort et j'ordonne que vous soyez condamné à vous faire tatouer. Telle fut la déclaration impériale à l'égard de Hamako, le chef du clan Azumi qui voulait renverser l'empereur Lichu en l'an 402. C'est la première sentence historique japonaise à inclure du tatouage. Un simple tatouage au niveau de l'œil pour remplacer une peine de mort. Bon, il y avait aussi une vie d'esclavage qui venait avec, mais ça c'était monnaie courante. Alors d'où est venue l'idée alors qu'il y a à peine un siècle, c'était une marque d'appartenance à une classe sociale? C'est un revirement de bord à 180 degrés et qu'est-ce qui a bien pu se passer au Japon entre la fin du 3e et le début du 5e? Eh bien la réponse... on sait pas. Ah non, ce n'est pas une blague, il y a ce que j'appellerais une incohérence historique. Selon le Kojiki, un texte racontant les mythes, légendes et coutumes des habitants du pays de Wa, eh bien, aucune tradition du tatouage n'était présente sur le pays. Genre aucune, rien, depuis le début. Pourtant, vous avez compris, c'est incohérent avec tout ce que je vous raconte depuis le début. Et c'est aussi incohérent avec des poupées en argile Kumen Haniwa qu'on a retrouvées datant du 4e siècle et qui représentent des marques de tatouage. Alors, qui croire? On est bloqué? Eh bien, en vérité, pas vraiment. Il faut prendre en compte le contexte de rédaction du Kojiki. À cette époque, le Japon est très influencé par un autre pays, il s'agit des 3 royaumes, c'est-à-dire la Chine. Et en Chine, la culture du tatouage, elle est réservée à une classe sociale qui est située en dessous
des esclaves. Et ça existe, il y a un truc en dessous des esclaves. On les appelle les Shengdang, pardonnez mon accent, les constructeurs de murs. Ce sont des individus qui ont commis un crime grave et qui se sont fait tatouer sur le visage. Forcément, ça vous rappelle quelque chose, c'est trait pour trait la punition qui a été prononcée à l'égard de Hamako. Donc on comprend vite que la cour impériale japonaise souhaitait imiter, voire même mousser la civilisation chinoise. Et cette civilisation chinoise bannissait le tatouage dû au confucianisme. La piété filiale commence par préserver de toute dégradation le corps que l'on reçoit de ses parents. Le concept, c'est que l'on est sans tatouage, donc au moment du trépas, on doit rendre son corps sans tatouage. C'est pour ça que les Chinois de cette époque voient le tatouage comme une offense à l'ordre naturel des choses. Au Japon, la pratique de cette punition se poursuit et donc le peuple japonais intègre peu à peu la notion de crainte et de dégoût envers les personnes tatouées. Cependant, il faut bien faire attention, le Japon n'est pas uni à cette période, bien loin de là. Il y a tout un tas de territoires différents et il y a donc tout un tas de modes de vie qui sont différents. Par exemple, la population Juromon, elle est toujours là et elle continue d'utiliser le tatouage comme marqueur social. En vérité, même certains clans Yayoi qui sont un peu à l'écart, on les appelle les Tsuchigumo, eh bien ils utilisent le tatouage. Mais pour ce qui est du gouvernement et de la civilisation la plus évoluée à cette époque sur le territoire nippon, le tatouage devient un marqueur pour les criminels. 1000 ans de désuétude. Nous quittons le 5e siècle pour passer dans les 1000 ans de vide. Et oui, parfois il faut être honnête, il se passe pas grand chose. Et concernant le tatouage, la majorité des sites préfèrent se concentrer sur ce qui se passe après, mais j'ai insisté et j'ai fini par trouver 2 nouvelles utilisations de tatouage durant ces 1000 ans de vide. La première, ce sont les moines bouddhistes. Ils se tatouent directement des sutras ou des symboles bouddhistes sur la peau. Certains vont même jusqu'à se graver une figure de Bouddha sur le torse. C'est pour éloigner les mauvais esprits et obtenir les bénédictions des sutras directement pour soi. C'est un peu comme si t'écrivais un sortilège de Harry Potter mais de manière permanente sur ton bras. Peut-être ça marche un peu en mode anti-sèche. C'était comment déjà? Ah oui. Abatakadabra! À l'époque, les histoires de fantômes étaient très populaires et du coup, il y avait même des fidèles qui se gravaient des sutras sur la peau. En revanche, la deuxième utilisation est bien plus pragmatique. Durant l'ère Sengoku, qui précède l'unification du Japon, les batailles et les guerres sont plus que courantes. De ce fait, les soldats de l'ère Sengoku préparés à la mort se tatouaient sur leurs doigts leur nom, leur prénom et leur adresse. C'est pour qu'ils soient plus facilement identifiés après leur mort, sauf si leur main était coupée. Mais à part ces exemples, eh bien comme je vous l'ai dit, durant 1000 ans, l'art du tatouage va se faire oublier de la population japonaise. Et son gros comeback, c'est durant l'ère Edo. Le comeback du tatouage. Une ancienne pratique fait son retour à partir de l'an 1720 de l'ère Edo, le tatouage chez les criminels. Et cette fois-ci, on sait comment ils appelaient ça. Irezumi, insérer de l'encre. Et oui, ça vient de là, c'était pour les criminels à la base. Mais cette fois-ci, ça va être plus intéressant parce qu'il y a tout un système de motifs et d'emplacements. Ça permet de savoir quel crime la personne a commis et surtout à quel endroit du Japon. Par exemple, le premier en haut à gauche, c'est le symbole de Kyoto. Et celui d'Edo, donc la ville de Tokyo actuelle, c'est celui en haut tout à droite, avec les 2 barres sur l'avant-bras. Mais je veux aussi vous montrer la pratique qu'il y avait sur Hiroshima. Visiblement là-bas, on ne tatouait pas les bras, mais directement le front du criminel. Comme quoi l'expression avoir une tête de criminel n'a jamais été aussi vraie qu'à Hiroshima. En vrai, c'est très spécial parce qu'il y avait un système de barres cumulatives. Une barre, donc un trait horizontal, 2 barres, là on vient rompre la première, puis 3 barres. Et lorsqu'on obtient les 3 barres et qu'on met un petit quelque chose en haut à droite, on a un kanji sur notre front qui veut dire chien. Oui, chien. En japonais, ça se prononce inu. Ah, effectivement, c'est très peu classe, mais quoi qu'il en soit, avec ces criminels, eh bien, la pratique du tatouage revient au goût du jour. Et les japonais redécouvrent ce côté indélébile, éternel, un puissant symbole, très puissant même. Et ce détail ne va pas manquer de frapper l'œil d'une certaine catégorie de personnes très populaires à cette époque, c'est-à-dire les prostituées. Petite explication, le quartier des plaisirs au Japon durant l'ère Edo ne fournit pas uniquement du Scrabble, du plaisir. C'est réellement une expérience complète que l'on propose. Les courtisanes jouent le rôle de petites copines et les messieurs jouent le rôle de leurs amants. Et chacun dans son rôle doit prouver son amour. Est-ce que c'est réel? Pas du tout, c'est complètement fake. On dit même que le premier mensonge chez les courtisanes c'est « je t'aime ». Et le premier mensonge chez les clients c'est « je veux t'épouser ». Mais il faut quand même rester dans le rôle et prouver son amour, qui n'est pas réel, je le rappelle. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des shinju, des preuves d'amour. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y en a 4. La première, c'est la classique, c'est la lettre d'amour avec une marque de sang. Ouais, faut quand même donner de sa personne. La deuxième, encore un classique j'ai envie de dire, c'est une mèche de cheveux. Et plus elle est longue, plus ton amour il est conséquent. Donc si jamais elle est chauve, t'es mal barré. Le troisième, là on commence à rentrer dans des choses qui sont plus trop mignonnes, un ongle. Pas un morceau d'ongle, un ongle entier. Je vous raconte pas la douleur que c'était, mais apparemment il y avait tout un système en fait où ils trichaient pour donner un ongle, mais c'était pas l'ongle de la bonne personne, mais du coup on le cachait, enfin il y avait tout un délire comme ça. Et enfin, quatrième shinju, il s'agit du petit doigt. Oui,
Comme chez les Yakuza, on coupait son petit doigt pour prouver son amour. Ah, ça coûte cher de tirer son coup au Japon à l'époque, hein. Mais c'est là où je pense que vous l'avez compris, à cette époque, un nouveau petit shinju apparaît, le tatouage. Au début c'est subtil, juste un tatouage en forme de grain de beauté, avec parfois l'âge de son partenaire. Franchement, c'est mignon. Ensuite, il y en a un que je trouve très stylé, c'est aussi un grain de beauté, mais il arrive exactement là où le pouce de son amoureux arrive sur la main de l'autre. C'est assez technique. Mais il y a le shinju ultime, la preuve ultime d'amour. Se faire graver dans la peau le nom de son amoureux ou de son amoureuse, suivi du kanji Inochi, qui veut dire vie. Il y avait même une petite mode à l'époque, c'était de prendre la barre verticale du kanji Inochi et de l'allonger pour faire comme si l'amour allait durer pour toujours. Ah, qu'est-ce que c'est gnangnan, sans déconner. Je veux dire, pour vous c'est peut-être un peu stylé parce que c'est des kanji, etc. Mais je veux dire, dans le fond, c'est exactement comme si c'était écrit Janine pour toujours. Beaucoup moins stylé. Je m'excuse auprès de toutes les Janines. Alors oui, vous pouvez trouver ça étrange de se faire tatouer le nom de sa courtisane ou de son client préféré, mais en vérité, pour les standards de l'époque, c'est on ne peut plus logique. Les courtisanes doivent fidéliser leurs clients, aussi ironique que ça puisse paraître. Et pour les meilleurs oilans, c'est aux clients de faire la cour. Pour qu'au bout du 98e rendez-vous, la oilan accepte enfin de vous faire un petit bisou et d'avaler votre katana. Vraiment, le quartier des plaisirs au Japon est régi par des codes que vous n'imaginez même pas. Quoi qu'il en soit, pour le moment, les tatouages, que ça soit chez les criminels ou chez les péripatéticiennes, eh bien, ils ne sont pas très recherchés. On est sur des lignes, des points et au mieux des kanji très gnangnang. Tout ça manque de couleurs, de vibrance, de motifs, de dessins. Et vous inquiétez pas, ça va arriver. Suikoden. En 1757, soit 27 ans après la reprise du châtiment par tatouage, apparaît au Japon un ouvrage. Il s'agit de Suikoden. L'histoire se déroule en Chine et raconte comment un groupe de 108 hors-la-loi se rassemble au mont Liang pour se rebeller contre le gouvernement. Plus tard, ils bénéficient d'une amnistie et sont enrôlés par le gouvernement pour se battre pour lui. Touché par la dévotion de ces 108 guerriers, l'ouvrage fraîchement traduit en japonais va faire un buzz monumental au pays du soleil levant. Et surtout, les Japonais ne vont pas manquer de remarquer que 4 de ces rebelles possèdent sur eux des tatouages. Et cette fois, ce ne sont pas des traits, des kanji, des sutras ou des points. Non, ce sont des dragons, des paysages, des fleurs, des tigres. En admiration devant ces dessins, les lecteurs les plus fans s'empressent d'aller vers leur artiste ukiyo-e. Ce sont des artistes qui reproduisent des estampes japonaises sur des planches en bois et c'est extrêmement populaire. Les fans demandent alors s'ils peuvent reproduire les tatouages non pas sur une planche en bois, mais directement sur leur peau. Tout ça pour ressembler à leur héros. Les artistes ukiyo-e attrapent une aiguille et de l'encre et c'est comme ça que naît le tatouage traditionnel japonais tel qu'on le connaît. On mélange les couleurs, on adoucit les traits, on fluidifie les mouvements. Tout le savoir accumulé autour des ukiyo-e se retrouve transmis sur la peau des japonais. Pour le différencier encore plus du tatouage de criminel qui s'appelle Ilezumi, on lui donne un autre nom, Horimono, la chose creusée. Donc si vous vous étiez déjà demandé pourquoi les estampes japonaises ressemblent autant au tatouage japonais traditionnel, eh bien c'est parce que ce sont les mêmes personnes qui ont dessiné les deux. Sachant qu'en plus, en 1805, on demande à un artiste de reprendre les designs des personnages de Suikoden pour faire de meilleurs tatouages encore. Et cet artiste, il s'agit de Hokusai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a dessiné la grande vague de Kanagawa. Forcément, avec un tel artiste, la hype autour du tatouage reprend de plus belle. Et cette explosion du tatouage chez les Japonais, ça permet aussi aux criminels qui veulent se repentir d'ouvrir une porte vers une réhabilitation. Ils se font recouvrir leurs barres, leurs traits de criminels par des tatouages beaucoup plus artistiques. Et ces tatouages artistiques, au bout d'un moment, ça devient un peu leur fierté en tant que criminels. Et c'est comme ça que dans l'histoire du Japon, le premier lien entre fierté, criminel et tatouage se dessine. Le gouvernement japonais, en voyant que tout le monde commence à se faire tatouer, panique totalement. À la base, c'était réservé aux criminels et maintenant tout le monde veut le faire. C'est un énorme problème pour eux, sachant qu'en plus les criminels peuvent se cacher à l'intérieur de la population qui se tatoue. C'est un bordel. Du coup, ils essayent de bannir le tatouage. Sans succès. Le phénomène est bien trop important pour être endigué et ça va pas s'arrêter. Un homme court dans les rues, il est pressé et tous les jours c'est la même chose. Il passe devant tout le monde et si on le remarque bien, c'est surtout parce qu'il n'est vêtu que d'un mawashi. C'est une espèce de slip japonais constitué d'une bande de tissu de 6 à 8 mètres de long. C'est exactement ce que les sumo portent durant leur combat et à part ça, il est tout nu. Et ça a tendance à embêter le quartier. Cet homme, c'est ce qu'on appelle un hikaku, un livreur de l'époque Edo. Et vous allez me demander pourquoi il ne porte pas de kimono comme tout le monde. Et bien parce que le kimono, pour bouger dans tous les sens, c'est juste pas pratique du tout. Ça frotte, ça vole, ça s'accroche dans le décor, c'est une horreur. Et c'est donc pour cette raison que le hikaku, il est tout nu. Mais même pour les gens de l'époque Edo, ils trouvaient que c'était un peu gênant. Du coup, ils ont pensé à une nouvelle invention, le t-shirt. Non, je plaisante complètement. Ils se sont dit pourquoi ne pas tatouer intégralement cette personne, comme ça quand il bouge dans le flou, on a l'impression qu'il est habillé.
Je vous jure, c'est vraiment ça qu'ils se sont dit. Et mesdames et messieurs, il en fut ainsi, les hikaku se sont retrouvés à être tatoués. Et c'est pour ça qu'il y a une forme de chemise dans les tatouages qu'ils portent. Mais les hikaku ne sont pas les seuls à bouger dans tous les sens durant toute la journée pour leur travail. Il y a également ce qu'on appelle les tobi. Il s'agit d'architectes, d'agents de sécurité et les fameux pompiers. Ils ont intégré le tatouage à leur profession au point où quand t'es hikaku ou tobi, si tu n'as pas de tatouage, c'est une honte. Et c'est là où le tatouage s'élève au rang de symbole social. Tiens. Les pompiers avec un motif de dragon sont admirés par la population, mais ces tatouages servaient aussi aux pompiers comme marqueurs. Si durant un incendie, ils y perdaient la vie, eh bien on pouvait identifier plus facilement les corps des pompiers s'ils étaient tatoués. Ça permettait donc d'identifier les corps et de donner des funérailles décentes pour la famille. À cette époque au Japon, l'art du tatouage bat son plein, mais ça y est, des bateaux noirs arrivent aux frontières. Le commodore américain Matthew Perry débarque et ordonne au Japon d'ouvrir ses frontières. Avec l'entrée dans l'ère Meiji, c'est la modernification vitesse grand V du Japon. Le Japon souhaite au plus vite ressembler aux plus grandes puissances mondiales. Et pour faire bonne impression, elle abolit le tatouage en tant que punition pour les criminels, mais elle abolit aussi le tatouage tout court. Oui mesdames et messieurs, le tatouage à l'ère Meiji devient illégal. Alors bien sûr, ceux qui sont déjà tatoués ne vont pas se faire arrêter. Si! Complètement si, ils vont se faire arrêter si jamais on voit leur tatouage dans la rue. Ils se font arrêter par la police et emmener au poste et sur certains cas rares, on leur demande même de retirer leur tatouage. Bon, apparemment il y avait des techniques à l'époque mais elles étaient clairement pas efficaces. À partir de 1872, les tatoueurs n'ont plus le droit d'exercer et donc ils continuent de manière clandestine. Et en fait, pourquoi le gouvernement japonais il fait ça? C'est parce qu'ils ont peur que les étrangers, quand ils viennent au Japon, voient d'un mauvais œil la culture du tatouage. Et vous savez comment les étrangers ils ont réagi? Ils ont kiffé de fou. Le tatouage est devenu célèbre à travers le monde entier. Ces estampes ont inspiré des artistes comme Claude Monet ou Van Gogh. Et cerise sur le Daifku, le tatouage a retenu l'attention de hauts dirigeants occidentaux. C'est comme ça que le tsar russe Nicolas II ou le prince de Grèce Georges, eh bien, se sont fait tatouer les deux bras. En 1891, durant leur visite au pays du soleil levant, ils sont allés voir un tatoueur de manière clandestine et ils se sont fait tatouer un dragon et un tigre, représentation de l'Est et de l'Ouest. Donc le Japon a banni les tatouages pour faire plaisir aux étrangers et ce sont ces mêmes étrangers qui kiffent le plus les tatouages japonais. On dirait littéralement ce qui s'est passé pour la culture otaku au Japon, ce sont les étrangers qui l'ont sauvé. Bon, j'imagine que le Japon, en voyant que les étrangers étaient plus admiratifs qu'autre chose, a levé le bannissement du tatouage. Bien sûr que non! Bref, c'est comme ça que le bannissement du tatouage au Japon va se maintenir durant 76 ans, soit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1948, après la défaite des Japonais, les Américains modèlent le nouveau gouvernement. C'est eux qui décident globalement de tout, et c'est à ce moment-là qu'ils décident de lever l'interdiction sur les tatouages. Je vous rappelle que les étrangers, eux, adorent les designs d'estampes, même dans les tatouages, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a perdu, qui n'aimait pas ça. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, ça fait trop longtemps. Les Japonais ont oublié à quel point le horimono, c'était quelque chose de populaire et de très classe. Tous les Japonais ont oublié? Non, pas vraiment. Il y a une certaine catégorie de personnes qui, elle, n'a jamais oublié. Vous vous souvenez des criminels qui recouvraient leur tatouage Ilezumi de criminels pour mettre de jolis horimono dans le style des estampes japonaises? Eh bien ce sont eux, les ancêtres des Yakuza. C'est pour cette raison que le tatouage est resté ancré dans leur culture. Surtout que vu qu'ils sont conservateurs des traditions du pays, l'interdiction des tatouages au début de l'ère Meiji pour faire plaisir aux étrangers, ils ont dû l'avoir en travers de la gorge. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les Yakuza se développent aussi vite que la reconstruction du pays. Ils génèrent énormément d'argent en faisant quelques incidents ici et là. Forcément au bout d'un moment, la police le voit et les civils le voient aussi. Et ils voient surtout que les criminels, donc les Yakuza, eh bien ils sont tous tatoué. Et c'est comme ça que pour la 3e fois dans l'histoire du Japon, le tatouage est assimilé à la criminalité. Sauf que cette fois-ci, elle est uniquement associée à la criminalité. Car post-Seconde Guerre mondiale, plus personne en dehors des Yakuza ne se fait tatouer au Japon. Et c'est donc comme ça que l'idée tatouage égale Yakuza se développe au sein de la population japonaise. Et surtout, pour en rajouter encore une couche, dans les années 60, le box-office japonais était rempli de films Yakuza. On y voit bien sûr des membres tatoués intégralement et plein d'organisations qui complotent dans l'ombre. Sauf que si les tatouages vont faire peur à la ménagère, chez la jeunesse japonaise, ils vont trouver ça méchamment stylé. Et on va pas se mentir, avoir des estampes japonaises sur la peau comme ça, c'est quand même super classe. Ces films vont lourdement influencer les jeunes japonais. Par conséquent, ces jeunes veulent désespérément se faire tatouer pour le style, sauf qu'il y a une chose qui les en empêche. Leur maman? Non. Le prix. Un tatouage de Yakuza sur tout le corps peut durer jusqu'à 1 an avec des séances hebdomadaires. Et ça peut coûter facilement dans les 10 000 €. Et c'est là où les Yakuza vont prendre cette information et comme d'habitude vont faire la chose qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire l'utiliser à leur avantage. Je te paye le tatouage et en échange, tu me rends un service. Le service en question vous amène à travailler pour le clan, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pour toujours.
Oui, pour les Yakuza, le tatouage c'est aussi un formidable moyen de recrutement. Le tatouage chez les Yakuza c'est un moyen d'identification, une manière de prouver sa valeur, sa détermination et aussi son grade dans le clan. En effet, ce n'est pas le Yakuza lui-même qui décide de quoi que ce soit sur son tatouage, ni la date, ni les motifs. Ce droit revient exclusivement au tatoueur du clan ou parfois au boss, l'Oyabun. Chaque tatouage sur un Yakuza est unique et représente sa personnalité et les passages de sa vie qui l'ont forgé. Par exemple, la carpe c'est le courage d'avoir surmonté une épreuve difficile, en référence à la carpe qui remonte le courant pour se transformer en dragon. Le dragon, lui, c'est le symbole de la sagesse, le tigre, celui de la force, et le serpent, il y a pas mal d'interprétations, mais c'est une forme de soin. Mais mon préféré, c'est de loin le Oni. Il est réservé au bourreau du clan, celui qui doit faire respecter les règles. Et pourtant, malgré toutes ces magnifiques représentations, une des caractéristiques assez surprenantes du tatouage Yakuza, c'est qu'il ne doit pas se voir au quotidien. Chez les Yakuza, exhiber ses tatouages aux autres, c'est considéré comme étant pitoyable. Sauf si vous êtes dans un endroit où vous devez être tout nu, comme par exemple dans les onsen. Les onsen étaient très populaires auprès des Yakuza qui se retrouvaient souvent là-bas. Sauf que bien sûr, pour les clients qui n'étaient pas des Yakuza, la détente n'en était pas vraiment une. Et surtout, les onsen ne voulaient pas être associés aux Yakuza et à la criminalité. C'est pour cette raison qu'ils ont banni les personnes tatouées, parce qu'ils pouvaient pas dire on bannit les Yakuza. Et on bannit les gens qui... Oui, parce que le tatouage, voilà, ça... Oh. Et aujourd'hui les japonais ne pensent pas du tout que tatouage égale forcément Yakuza. Non, c'est juste qu'ils sont bloqués avec leurs propres règles pour les lieux publics. Mais encore une fois, je vous l'ai déjà dit, la solution c'est de masquer ces tatouages. Bon après si tu as l'intégrale c'est compliqué, mais si tu en as un petit ou quoi tu peux le masquer. Car de plus en plus de japonais en dehors des Yakuza se font tatouer pas des grosses pièces mais des petits designs discrets. Et ça, c'est un grand pas. Parce que si pour un étranger avoir des tatouages c'est pas un problème, pour un japonais c'est pas la même histoire. On va pas du tout le regarder de la même manière. Et typiquement ma mère qui est japonaise, si jamais il y a quelqu'un qui est tatoué qui vient à la maison, pas de problème, aucun souci. Si jamais moi, je me fais tatouer... Et elle a pas tort parce que si les mentalités évoluent au Japon, eh bien les règles et les lois, elles ont un train de retard. Ce qui est ironique au Japon car tous les trains sont à l'heure bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, avoir un tatouage c'est un motif de rejet pour un entretien d'embauche et ça peut même être un motif de licenciement dans certains cas. C'est qu'en 2023 que la plus grande chaîne de sushi Sushiro au Japon a levé l'interdiction concernant les tatouages. C'est dans le but de recruter plus de personnel, mais en revanche, cacher ses tatouages au travail est totalement obligatoire. Et ça c'est pas que pour le personnel des restaurants. Cacher ses tatouages c'est vraiment valable pour tous les métiers au Japon. Donc la prochaine fois que vous verrez des ouvriers du bâtiment en manches longues sous 38 degrés, vous saurez pourquoi. Donc maintenant, vous savez l'histoire. Vous savez d'où vient l'animosité des Japonais envers les tatouages. Même si pour être honnête, les Japonais d'aujourd'hui sont plus curieux et admiratifs qu'autre chose. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, vraiment quel boulot, franchement je suis trop content, ça permet vraiment de comprendre le comportement qu'on a aujourd'hui à travers l'histoire. N'hésitez pas non plus à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.